C'est parti. Donc, je laisse Lauriane se présenter. Et puis après, Marine, Jules, Colline et Armand, je vous invite à poser toutes les questions que vous avez besoin. Lauriane, c'est à toi. Je vais commencer par partager mon écran. Hop, ok. Vous me dites si c'est OK. Je le mets comme ça. Moi, je le vois. Oui, Ah, c'est bon, on le voit bien. ah, Super. par contre, là, je l'ai mis en... Ouais, tu vas pouvoir le mettre en. Ouais, Ouais, il s'est mis en... Attends, dupliquer. Donc, surtout, n'hésitez pas, les étudiants et les étudiantes, à poser toutes vos questions. C'est vraiment un moment privilégié que vous avez. Donc, profitez-en. Voilà. Et il n'y a pas de Ah, mauvaises questions. Il n'y a toujours que des bonnes questions. alors, je voudrais le basculer. Je ne peux pas. Vous voyez en mode présentation ou en mode... Ah, c'est là. Non, on le voit en mode slide. Là. Là, c'est bon? Oui, là, c'est parfait. Ah, super. Vas-y. Alors, c'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme ça a été dit, surtout, vous n'êtes pas nombreux, donc n'hésitez pas à m'interrompre pour toute question, toute demande, toute interrogation. Moi, je vous poserai régulièrement des questions dans l'avancée, mais surtout, n'hésitez pas à intervenir. Donc aujourd'hui, on va parler études de marché et validation de terrain pendant une petite heure. Je vais vous proposer un rapide tour de table. En étant très mal poli, je vais démarrer, je vais me présenter. Donc Lauriane Gressin, moi je travaille pour le dispositif The Place by CCI, qui est un dispositif régional et qui a des bureaux satellites dans chaque département de la région Centre-Val de Loire. Donc moi je suis basée à Bourges, donc The Place by CCI 18. Sur d'autres webinaires, vous verrez d'autres de mes collègues intervenir de divers bureaux The Place. Et au quotidien, on accompagne les porteurs de projets, les startups, mais également les entreprises industrielles dans le développement de leur activité, de leurs projets innovants. Notre focus, c'est vraiment le développement de l'innovation. Donc on est là sur à différents stades d'évolution des projets, que ce soit juste au stade d'idée, comme peut-être vous pouvez être, sur aussi de l'accélération, des tests marchés, vraiment à tout stade du projet. Et on est là pour aider à structurer, mettre en relation, appui à la recherche de financement, mise en relation avec des compétences techniques si besoin, voilà, sur divers sujets. Donc aujourd'hui, j'interviens pour parler études de marché et pour comprendre un petit peu vous, qui vous êtes, quel est votre projet si vous en avez un, où est-ce que vous en êtes à peu près dans votre projet très rapidement. Et puis, je vous demanderai aussi de me partager pour vous en un mot ou en deux mots, allez, ce qu'est l'étude de marché là aujourd'hui avant le webinaire. Donc On je vous fait laisse. dans l'ordre. On commence par Marine. Oui, bah alors moi déjà je suis à l'ESSAD. Avec mon groupe, on est toujours à l'étape d'idée. Mhm, Euh, et du coup pour moi l'étude de marché, il me semble que c'est cibler un peu pour qui notre produit va être. Peut-être la tranche d'âge, le type de personne, il me semble. mhm. Je crois que c'est ça. Ah, Voilà. ça rentre dedans. Et dans l'idée, quand vous dites que vous avez une idée, c'est vous êtes arrêté sur un thème, un produit, un service? Ouais, pour nous, ce serait un service, ce serait un distributeur de kits écologiques pour inciter les étudiants à bah, consommer mieux, du coup, de manière plus écologique. Il y aurait par exemple dedans par exemple, ça pourrait être une gourde, euh, je sais D'accord. pas si vous voyez du papier alu réutilisable, enfin, des qu'on peut mettre sur les trucs, enfin, Ok, voilà, je vois l'idée. Ok, merci. pas de souci. Jules, est-ce que Jules est parmi nous? Oui, oui, Ouais, excusez-moi, j'ai vas-y, eu c'est à un toi. Vas-y, je gros t'en prie. souci de son. Oui, du coup, je suis comme Marine à l'ESAD à Orléans. Et pour mon projet, je voulais travailler sur je sais plus comment c'était formulé, la réintroduction des mouches arabiées, donc dans nos paysages un peu locaux.
En faisant un travail sur on va dire le développement de la taille, de la forme, de la clientèle, et surtout sur l'aspect en fait enfin, en très gros, comment dire, en très gros décolonisation, un peu décoloniser cet élément, ne pas l'occidentaliser à l'inverse. Et du coup, voilà, je voulais également utiliser la modélisation paramétrique pour le travail des motifs, qui est comme une partie très très importante de cet élément-là. Euh, donc voilà. Ok, merci. Très Merci, intéressant. Jules. Colline? Oui, alors du coup, je suis également à l'ESAD. Pour le projet, on est parti sur l'idée de réaliser des lunettes qui utilisent l'IA pour aider les personnes en situation de handicap telles que malvoyants ou autres. On était parti là-dessus. On n'a pas tant discuté derrière. Là, on est en train de voir pour faire une visio, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu très loin. Sinon, pour moi, je pense que l'étude de marché qui correspondrait à notre projet, ce serait de regarder à qui s'adresse le produit, dans quelle tranche d'âge, et également s'il y a de la concurrence, et dans ce cas-là, sur quelle partie on devrait essayer d'entrer nous-mêmes en concurrence pour éviter de rester sur le même marché. Je répète beaucoup. Ok. Merci, ouais. C'est des bons éléments déjà pour partir. Merci. Merci, Colline. Et Armand, tu nous entends, Armand, ou pas? Oui, vous Ouais. m'entendez? Oui, Ouais. parfaitement. Alors, moi, je n'ai pas encore de groupe. Il y avait une erreur et j'a- j'attends une équipe pour pouvoir décider de la forme que prendra le projet. Mon Mm. pro, je, j'ai envie d'initier un projet autour de la valorisation des, des arts martiaux traditionnels, autant dans, autant dans ses bienfaits que dans sa, que dans sa culture au sens large, parce que pour moi, un domaine qui est très peu valorisé, contrairement aux sports de combat qui sont vus, qui sont très médiatisés. Moi, j'ai envie d'aider les clubs à informer de leurs événements, et à, Ok. s- et à s- et à se signaler. Je, je n'ai pas encore d'idée exacte de quelle forme ça prendra. J'attends encore une équipe pour Mm. qu'on en discute. Ok, pour Armand, brainstormer. c'est Excelia, hein, c'est ça? Pardon, Tu es à Excelia? Célia, non, Tu viens d'où, Armand? ah, les ZAD. Ah, tu es à l'ESAD. Ok, merci. Eh bien, merci à tous. Ça me permet de visualiser un petit peu où vous en êtes. Donc, vous êtes quand même plus à l'état d'idée avec des premières réflexions. Donc, j'imagine que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Il y a eu un premier webinaire, donc je crois que c'est la semaine dernière, Oui. fait par Angela. Je ne sais pas si vous avez pu y assister, mais qui redéfinissait un petit peu les attendus par rapport à Créa Campus et ce qu'était un business plan. Donc, l'étude de marché va complètement s'intégrer dans le business plan et de ce que vous allez devoir produire quand vous faites un business plan. Donc le business plan, très rapidement, c'est un outil que vous allez devoir créer et qui va vous permettre de dessiner dans votre esprit clairement votre projet. Ça va vous pousser à dessiner alors à la fois dans votre esprit et à la fois par écrit, qui va vous permettre de prendre du recul, qui va vous permettre également de vous poser des questions, parce que quand on entreprend comme ça sur un sujet, les questions sont en général très nombreuses. Et ce business plan, il va devoir apporter des réponses et des preuves sur la viabilité du projet. Donc c'est en ça que l'étude de marché va rentrer, va faire une petite partie de tous les éléments que vous devrez apporter dans votre business plan pour prouver la viabilité de votre projet. Le business plan, donc y compris l'étude de marché, ça doit être très clair, le plus structuré possible. Il y a pas mal d'éléments à fournir, donc ça se structure. Alors, assez synthétique, je crois que dans ce qui vous est demandé, c'est 15-20 pages. Après, un business plan, il faut que ça reste quand même, faut pas que ce soit non plus une encyclopédie pour que ce soit quand même accessible et que ça reste lisible.
Et si possible, il doit être impactant et marquer l'esprit de vos interlocuteurs. Parce que quand on présente un business plan, soit c'est pour un concours, soit c'est pour un développement d'entreprise, c'est pour une demande de financement. Les personnes qui vont lire les business plans en lisent en général assez régulièrement. Et ceux qui vont être le plus marquants, le plus pertinent, c'est ceux qui vont les interpeller et retenir. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à trouver des façons de présenter les choses et d'interpeller la personne qui va lire votre business plan. Et dans tout ça, ce qu'il va falloir mettre vraiment, vraiment en évidence, c'est le besoin. Quel est le besoin du marché? Et c'est en ça on va se poser la question de l'étude de marché. Parce que pour développer un projet, avoir des idées, c'est déjà une bonne base. Par contre, s'assurer qu'il y a un besoin sur le marché et que votre idée va trouver son marché, justement, c'est la base parce que on pourrait développer des projets comme ça, mais si derrière, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de client, il n'y a pas d'utilisateur, ça rime à rien en quelque sorte. Donc l'étude de marché est vraiment primordiale. Le marché, si on le définit, si on cherche à donner une définition, on dit que c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande d'un bien ou d'un service. Donc l'offre, ce que vous proposez, et la demande, ce qui va être la demande des clients et des utilisateurs. Donc c'est en ça, vous l'avez dit dans ce que vous pensiez de l'étude de marché, c'est ça, c'est vérifier il va y avoir des clients sur le secteur que vous visez. Quand on parle de marché, on parle aussi de marché géographique. Quel secteur vous visez? Est-ce que si c'est du local, vous visez juste votre ville? Est-ce que vous visez le département, la région, le national, l'international? Est-ce que votre produit, il est également lié aux saisons? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez fortement développer l'été et du coup l'hiver c'est un peu plus difficile donc du coup il faut réfléchir à un modèle économique qui inclut cette contrainte et donc ça c'est important dès le départ de se poser ces questions pour déterminer justement si oui ou non on va pouvoir apporter une viabilité économique au projet et à l'idée. Et chaque caractéristique de ce marché, donc le secteur géographique, les clients, s'il y en a ou pas, ça va entraîner forcément des contraintes et en fonction, vous allez pouvoir identifier des leviers pour ces contraintes et mettre en place des choses pour développer votre projet. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'ai pas pris la parole tout à l'heure parce que je suis arrivée avec 5 minutes de retard parce qu'il fallait que je télécharge l'application. Mais du coup, je me présente. Oui, Vas-y, Maud. Euh, allez-y. je suis de l'IUT de Bourges en génie civil Mhm. et en troisième année. Et du coup, avec ma collègue, on a déjà travaillé sur l'étude de marché parce qu'en cours, on a eu un cours vraiment dessus et on doit rendre le projet sur le business, sur tout l'argent, on va dire les plus et les moins, pour janvier. Donc l'étude de marché, ça, on l'a rendu au mois d'octobre. Donc je sais pas si cette visio va m'apporter, je l'écoute quand même pour voir s'il y a des choses en plus que la leçon qui nous a mis le prof. Mais alors du coup, mon projet, bah, notre projet avec ma collègue, c'était de faire une application pour les étudiants alternants. Pour avoir des réductions, des codes promo, des bons plans, donc local pour l'instant, et après développer si on arrive à mettre en place cette application, développer dans d'autres villes. Mais là, on se consacre que sur la ville où on étudie. Mm. On veut mettre aussi des recettes pas chères ou alors healthy pour les étudiants. Faire du sport à la maison, faire des- en gros, regrouper plusieurs applications en une. En fait, c'est plus ça. Et Ok. savoir gérer le budget, bah, savoir que chaque étudiant sache gérer son budget et pas dépendre des parents, demander tout le temps de l'aide de droite à gauche et qu'ils soient autonomes tout seuls, quoi. Voilà.
Très bien. Bah, merci. Bah, on verra à la fin si oui ou non vous avez plus d'infos que ce que vous aviez vu en cours. Vous me dites. Maud, Mais je là, pense que oui, parce que en fin de compte, tu es un enseignant et en fin de compte, d'avoir plusieurs visions, c'est intéressant. Oui, on n'apporte Il pas y a des la même compléments, il n'y chose. a pas les mêmes visions. Et tu vois, par exemple, monter une application, l'application, c'est un canal de distribution. L'étude oui. de marché et le sujet est en amont. En fin de compte, l'application est que le canal de distribution. Donc, je pense que ça peut être profitable. Donc, si tu peux rester parmi nous, ça peut être très intéressant pour toi. Oh oui, bah je reste avec vous. Super, merci Maud. De rien. Donc je vais terminer sur cette partie un peu définition. Faire l'étude de marché, ça a aussi pour objectif de réduire les risques d'échec, parce que plus vous vous renseignerez sur votre marché et sur ce que vous visez et là où il peut y avoir du besoin et de la demande, plus vous pourrez orienter le développement de votre produit et de votre activité en fonction et d'avoir des résultats qui vont arriver rapidement derrière. Donc, je vais dérouler ensuite le propos en trois axes. Une première partie, comprendre son marché. Une deuxième partie qui va évoquer les sujets d'évaluation du potentiel de son projet, à la fois sur l'offre, la demande et également l'environnement. Et une troisième partie où là, une fois l'étude de marché faite, on va vérifier les hypothèses sur le terrain. Donc là, je vous partagerai quelques outils pour vous permettre d'aller vérifier ça sur le terrain. Donc les premières questions quand on veut faire son étude de marché, c'est eh ben, sur quel marché mon entreprise va évoluer du coup. Sur quel marché, je vous le dis tout à l'heure, à la fois géographique, mais sur quel marché de mes clients. Qui sont mes clients? Quelle est ma cible? Quelle est la tranche d'âge que je vais viser? Quelle est peut-être la catégorie socio-professionnelle que je vais viser? Est-ce que c'est plutôt les étudiants, comme ça a été évoqué? Est-ce que ce sont peut-être des familles? Est-ce que ce sont les personnes à la retraite? Donc déjà, vous posez ces premières questions pour cibler un petit peu ensuite comment vous allez décliner votre offre. Ça, c'est vraiment très important parce qu'une fois que vous avez ces premiers éléments, vous pouvez obtenir des chiffres. Vous pouvez obtenir, en faisant quelques recherches sur Internet, avoir, je ne sais pas, si vous êtes sur les étudiants en local, là, comme dans le cas du projet de Maud, vous pouvez connaître le nombre d'étudiants sur la ville de Bourges. Donc, vous pouvez déjà avoir une première idée de potentiels utilisateurs de l'application qui pourraient être intéressés par votre produit. J'ai précisé et surligné là, attention, les utilisateurs peuvent être différents des clients parce que effectivement, ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui se trouvent derrière les clients et derrière les utilisateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est clair pour tous, cette différenciation de termes? Oui, c'est clair. Oui, c'est-à-dire que par exemple, on peut imaginer l'objet pour un type de client, mais que l'utilisateur peut être quelqu'un d'autre qui voit une utilité dans l'objet qu'on a réalisé. Euh, Pas exactement. Quand on parle de client, c'est celui qui va acheter le produit, celui qui paye. Et l'utilisateur peut être le même, mais parfois peut être différent. L'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est les couches pour bébé. Le client, ce sont les parents qui achètent. Par contre, l'utilisateur, ce sont les bébés. Donc on peut retrouver ça. Alors il se peut que ce soit les mêmes, hein. Les clients peuvent être les utilisateurs, mais vous avez aussi l'exemple de dans les entreprises, souvent il y a des machines à café pour les collaborateurs. Le client qui achète la machine à café, c'est certainement les services financiers, le DAF qui valide l'achat de la machine à café, mais il ne se pose pas la question de derrière les utilisateurs, est-ce que ça va leur convenir? Est-ce qu'il y aura les bons types de café? Est-ce qu'il y aura aussi du thé? Est-ce qu'il y aura du cappuccino, du chocolat, etc. Parce que lui ne va pas l'utiliser. Donc c'est important de différencier ça. Je ne sais pas si dans les produits que vous avez évoqués, non pas forcément. Les clients peuvent être également les utilisateurs, mais gardez ça en tête parce qu'en fonction de qui vous avez en face, si c'est juste un client ou si c'est juste un utilisateur, pouvez avoir des arguments différents pour convaincre Mm. la personne. Bon, je ferme juste cette parenthèse. La dimension géographique, effectivement, je l'ai évoquée parce que, bien sûr, on n'a pas le même nombre d'étudiants à Bourges et si on compare à la zone, toute la zone au national, on n'est pas sur les mêmes chiffres. Donc, du coup, il faut prendre les bonnes informations dès le départ. Et puis, il faut tenir compte aussi des évolutions du marché en valeur et en volume. Sur certains marchés, il y a des choses qui se développent très très vite,
Il y a des marchés de niche où vous n'allez pas forcément avoir un produit ou un service qui va se vendre en volume, mais peut-être plus en valeur, où vous allez avoir des prix plus élevés parce que justement vous êtes sur un marché de niche. Et ça, c'est aussi comprendre en étudiant votre cible, en étudiant bien qui est votre utilisateur, c'est comprendre toutes ces données-là. Donc, un exemple de données, voilà, on peut en chercher plein hein, des données pour l'étude de marché, mais nous, ce qu'on appelle la data marché, ce sont les données factuelles et externes qui permettent de cadrer ou de valider votre potentiel de marché. Donc, je l'évoquais là, effectivement, l'exemple, la taille du marché. L'application, c'est, je sais pas moi, 1000 étudiants. On imagine un abonnement à 5 euros. Du coup, on envisagerait X milliers d'euros. C'est commencer à évaluer ça et à chiffrer, et surtout, vraiment, c'est l'idée de donner des chiffres. Donc, le nombre de clients potentiels, et puis également les tendances sectorielles. Lorsque vous êtes sur par exemple, les lunettes de l'IA, j'essaie de rebondir par rapport à vos projets. C'est lié à la santé. Donc, dans la santé, il y a des choses très réglementées. Il y a des organismes qui sont très fortement présents sur la santé. Il y a l'assurance maladie, il y a plein de choses. Donc, c'est voir comment votre produit ou votre service s'intègre aussi sur ces marchés-là et en tenir compte dans le développement de votre projet. Donc c'est important. Tout ce qui va être lié à l'agroalimentaire, par exemple, il y a une forte réglementation en agroalimentaire comme en cosmétique, si on donne un autre exemple. Donc c'est tenir compte aussi de ces évolutions-là pour faire votre étude de marché. Il y a des choses qui impactent fortement les secteurs sur la réglementation, sur la législation. Donc ça, c'est vraiment aussi important d'en tenir compte. Pour aller D'accord, chercher ces merci. infos. Pardon? J'ai dit merci beaucoup. C'est intéressant, important aussi. Pour aller, oui, merci. Pour aller chercher ces infos, le plus simple, c'est d'aller, bah, voilà, vous faites votre recherche déjà dans Google, c'est la base. Et puis après, vous avez plein de sites qui s'ouvrent à vous. Bien sûr, vous avez les réseaux sociaux, vous avez Statista qui donne pas mal de statistiques sur toutes les sociétés, les entreprises. Vous avez société.com, Papers, les données de l'INSEE. Les données sur datagouv.fr, il y a régulièrement des choses qui sont données. Donc voilà, vous avez une multitude de sources d'informations pour aller chercher les chiffres et pour cadrer un petit peu cette étude de marché. Alors, je vous ai mis ChatGPT, mais je vais alerter. Ça permet d'avoir des informations, mais vérifiez-les. Comme tout ce que vous pourrez faire sur l'intelligence artificielle, sur ChatGPT, par exemple. Ça vous donne des infos, ça vous donne une base. Pour autant, allez vérifier derrière la véracité des choses. Ça peut vous guider, ça peut vous aider, mais toujours aller vérifier, que ce soit pour l'étude de marché d'ailleurs ou pour tout autre sujet. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je continue? Non, c'est clair. Ok. Non, c'est bon pour moi. Non, je vais continuer. S'il y a pas de commentaires, je continue. La phase d'évaluation du potentiel du projet. Donc, on la découpe dans ce qu'on vous présente en trois phases. L'offre, la demande et l'environnement. Donc là, je vous ai juste remis la définition du marché. Donc, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. C'est cette définition qu'on entend partout. Donc, si on commence par l'offre. L'offre, vous l'avez évoqué, déjà, c'est regarder ce qui se fait. Par rapport à votre idée, par rapport à votre projet, que ce soit un produit ou un service, qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché? Qu'est-ce qui est proposé? Qui le propose? Donc, identifier qui le propose, c'est forcément regarder ce que vous allez caractériser comme la concurrence. Et là, vous allez regarder leur offre, comment ils le proposent, leur politique commerciale, comment est-ce qu'ils l'amènent sur le marché, comment est-ce qu'ils font leur stratégie marketing. Voilà, vous allez regarder un petit peu votre concurrent principal ou les quelques concurrents que vous avez autour de vous par rapport à votre idée ou votre produit et regardez ce qu'ils font. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui marche? Et aussi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc là, on vous a listé quelques petites questions que vous pouvez utiliser par rapport à justement l'étude de cette concurrence. Donc, qui sont-ils? Déjà identifiés, mais les concurrents principaux. Où est-ce qu'ils se situent? Parce que si vous visez le marché local et puis que bah, par rapport à votre idée, il existe la même chose, mais à Strasbourg,
bon, bah, c'est un concurrent en quelque sorte, mais qui n'est pas vraiment direct parce que vous n'êtes pas sur le même marché géographique. Vous pouvez avoir la même idée, mais vous n'êtes pas sur le marché géographique. Donc les clients, les utilisateurs ne seront pas les mêmes. Vous ne serez pas vraiment directement en concurrence. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent? À quel prix? La stratégie de prix, c'est important d'étudier ce que font vos concurrents pour savoir si après, quand vous déciderez votre stratégie de prix, est-ce que vous vous alignez? Est-ce que vous décidez d'être moins cher et pourquoi? Est-ce que vous décidez d'être plus cher? Donc voilà, c'est étudier comment est-ce qu'ils proposent leur offre et à quel prix. Comment est-ce qu'ils vendent? Est-ce qu'ils vendent en direct? Est-ce qu'ils vendent sur Internet? Est-ce qu'ils vendent en boutique? Enfin voilà. Après, ça va dépendre aussi si c'est un produit ou un service, bien sûr. Comment ils le vendent? Est-ce que c'est de la vente, est-ce que c'est un produit qui vend directement? Est-ce que c'est des choses avec abonnement, avec accompagnement, avec formation? Voilà. Comment est-ce qu'ils présentent leur offre? Donc comprendre un petit peu voilà, comment est-ce qu'ils se vendent aujourd'hui? Quels sont leurs résultats financiers? Ça, vous pouvez avoir accès à des bilans sur les sites cités tout à l'heure, la paper, société.com, voir comment se portent vos concurrents financièrement. À qui est-ce qu'ils vendent, bien sûr, pour étudier si, en fonction de ce que vous proposez, est-ce que vous avez la même cible ou pas? Comment est-ce qu'ils communiquent? Effectivement, je l'ai évoqué, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est à la télé? Est-ce que c'est dans les journaux? Est-ce que vous envisagez de faire pareil? Quels sont leurs avantages concurrentiels? Ou plutôt, quels vont être, c'est eux leurs avantages, mais du coup, comment vous allez vous démarquer et quels avantages vous allez pouvoir proposer par rapport à ce qu'ils eux, délivrent et vendent sur le marché. Parce que l'idée, à moins que vous vouliez faire exactement la même chose que le voisin, mais j'imagine que dans vos projets, vous avez une approche où vous vous dites, bah, moi, par rapport à la concurrence, par rapport à telle ou telle entreprise qui fait plus ou moins la même chose, je voudrais proposer tel service de plus ou tel avantage de plus, telle technologie supplémentaire. Voilà. Arriver à identifier, eux, leurs avantages et vous, comment vous pouvez vous différencier. Quelle est leur part de marché? Ça, c'est des informations aussi que vous pouvez trouver. Ça peut vous permettre de cibler aussi et de vous donner des indications par rapport aux chiffres et par rapport à vous, quelle part de marché vous pourriez envisager. Et puis, est-ce que les clients utilisateurs sont satisfaits? Aujourd'hui, vous avez plein de sites sur lesquels on peut laisser des avis sur les produits, sur les services, des avis utilisateurs, et vous pouvez bien sûr regarder les avis pour voir si les clients, les utilisateurs sont satisfaits, si il y a des petites choses où le client dit ah bah ce serait peut-être bien, il manque cette fonctionnalité là, ou il manque ci, ou il manque ça. Vous, ça peut vous donner aussi des idées. Donc toute cette étude de la concurrence, c'est vraiment une phase assez importante. C'est pas dans l'idée de se comparer ou de se dire ah j'y arriverai jamais ou ils font mieux ou j'arriverai pas. C'est vraiment dans l'idée de je vois comment ils se positionnent par rapport à toutes ces questions et moi en fonction comment est-ce que je vais pouvoir me positionner et me démarquer. Parce que l'idée, si vous avez aujourd'hui votre projet de produit ou de service, c'est de l'amener sur le marché en apportant quelque chose de plus par rapport à ce qui existe. Donc c'est avant de savoir quoi apporter de plus, il faut déjà identifier ce qui existe déjà sur le marché, voir ce qui fonctionne pas et comment vous pouvez vous positionner. Et C'est la très petite très important ce qu'a dit Lauriane, hein. Je rebondis dessus, c'est vraiment la base de tout. Voilà, ça me parle. C'est que la concurrence, c'est hyper important. Il faut pas avoir peur de la concurrence. Parce que si demain vous n'avez pas de concurrence, faut se poser les bonnes questions. Ah oui. On est quelques milliards sur Terre. Est-ce que comme ça, vous êtes réveillé un matin, vous avez eu l'idée de génie? Non. Si vous avez des concurrents, c'est qu'il y a du marché. Et comme disait Porter, s'il y en a qui connaissent Porter, la théorie de Porter, l'innovation peut se faire soit par le prix, soit par le produit. Est-ce que vous avez des innovations produits ou une innovation par rapport au prix? Est-ce que vous pouvez vendre moins cher? Mais sincèrement, la concurrence, il y en a beaucoup de nos étudiants qui en ont peur. Il ne faut pas en avoir peur. S'il y a concurrence, c'est qu'il y a marché. C'est que ça veut dire que vous êtes dans le vrai. C'est juste ce que je voulais dire, Lauriane. Non, non, mais oui, oui, tout à fait, Mm, effectivement. Effectivement, s'il n'y a pas de concurrence, oui, il faut se poser des questions. Si mm. vraiment le produit n'existe pas du tout, vraiment, vraiment, vraiment pas, il faut se poser la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que l'idée, elle a pas été développée, ou si on a qui ont eu cette idée, pourquoi ils sont pas allés au bout. Mais la concurrence, justement, c'est ce qui permet aussi de faire évoluer vos idées et vous pousser à vous démarquer. Je rebondis sur l'innovation, effectivement, on a l'innovation produit, l'innovation
de prix. Après, les innovations, elles peuvent être, on a l'innovation de service, on a l'innovation de marketing. Tout à fait. L'innovation, elle est vraiment à plein, Mm. plein, plein de niveaux. Et effectivement, je précisais juste que vous pouvez regarder vos concurrents. Ces concurrents, c'est pas clients, j'ai pas mis le bon mot. Direct et indirect. Vous avez des concurrents vraiment par rapport à vos projets qui vont développer une solution qui est vraiment similaire. Et vous pouvez avoir de la concurrence appelée indirecte, mais c'est quand même intéressant de l'étudier. Par exemple, Airbnb, leur concurrent direct, on pourrait considérer que c'est les hôtels, par exemple. C'est vous louez un espace pour dormir une nuit. On peut être sur les mêmes cibles clients. Un concurrent indirect, ça pourrait être les campings. Vous louez aussi un espace pour dormir. Bon, après, c'est pas forcément les mêmes attentes derrière. Mais ça reste quand même de la concurrence parce que le but, c'est de pouvoir dormir quelque part. Voilà la différence entre concurrent direct et indirect. Est-ce que je suis claire? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez déjà commencé à regarder vos concurrents sur ceux qui avaient quelques idées? Bah, moi, du coup, j'ai déjà regardé, j'ai déjà fait le dossier. Donc, j'ai des concurrents directs, donc plein d'applications, etc. Mais j'en ai pas. J'ai plein de concurrents, mais pas au sein d'une même application. Donc, c'est pour ça qu'on D'accord. a voulu faire cette application qui rassemble en fait plein de petites applications. Donc voilà. Donc nous, on a Ok. déjà, par exemple, il y a Yuka, Hmm. Too Good To Go, Le tout, ouais. euh, des applications de sport, etc. Donc voilà. Ok. D'autres, non, pas d'autres partages sur la concurrence? Nous, on n'a pas encore regardé, mais j'ai quand même une question parce que du coup, vous parlez de budget, de prix. Sauf que nous, en fait, dans notre démarche, donc je sais pas si c'est fantasmé ou pas, mais on aurait voulu que le distributeur, en fait, que les kits soient offerts à l'arrivée des étudiants dans la fac, donc c'est-à-dire une fois pour tout le cycle. Mhm. Et enfin, déverrouillable, par exemple, avec leur carte étudiante. Du coup, ils auraient droit à un kit. Mais du coup, effectivement, c'est juste une perte d'argent, entre guillemets, pour les facs, du coup. Donc, est-ce que c'est gérable ou est-ce que, du coup, il faut que ce soit payant Alors, là, vous seriez en fait avec deux interfaces. Vous aurez une première vente, du coup, avec les universités, les facs, les écoles, avec les services administratifs ou les services qui gèrent les scolarités. Et ensuite, la scolarité, en quelque sorte, offre, met à disposition des étudiants. C'est ça, hein, ça, je comprends bien. Oui, ouais, c'est Ouais. ça. Je pense que ça, c'est ce qu'on appelle le B2B2C. Mm. C'est pas du B2B, c'est pas du B2C direct, mais vous avez Non. un intermédiaire. Et je pense qu'il y a des environnements étudiants qui sont sensibles à ça. Moi, je sais que à la CC18, on a un campus, donc il y a l'Estacom, et ils ont des actions comme ça où il y a des budgets en fait Mm. dans les établissements qui sont dédiés à la vie étudiante comme ça. Donc, ça me semble pas idéaliste. Par contre, il faut un moment que quelqu'un paye parce que sinon, vous êtes associatif, quoi. Oui, Le but oui, bien d'une sûr. entreprise, à un Et moment, ton, c'est ouais. d'avoir des Et ton revenus. client, c'est la fac. Tu Voilà, vois, c'est c'est ça. là où on disait c'est qui l'utilisateur, c'est qui Là, ton client. c'est Le ça. client, c'est la fac, c'est Oui, pas voilà. l'utilisateur final. Donc, Ouais. celui qui pourrait le financer, c'est une piste, hein. C'est au niveau de la faculté. C'est au niveau Tu de la vois? faculté. Ou des BDE ou des Oui, associations étudiantes. Enfin tout à voilà, fait. il y a des fonds dans ces univers-là. Après, il faut trouver, voir s'ils sont prêts à payer tel prix, et à leur faire chaque année, qu'est-ce que ça leur apporte. Voilà. Mais ça se regarde, ça s'étudie. Ok. En allant justement questionner, mais je viendrai dessus un petit peu après. Ok, Tu vois, merci beaucoup. j'ai des étudiants, bon, je te dis pas parce que le projet, ils sont en train de le faire et en plus, il est en train de se réaliser. Ils sont en train de négocier avec le Crous pour mettre des distributeurs alimentaires dans les universités. Donc, en fin de compte, leurs clients, ça va être le Crous, c'est avec eux qui vont signer des partenariats, mais l'utilisateur final, c'est les étudiants, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Et en plus, ils sont pas très loin de chez vous. Ah. Ok, merci. Alors, si on continue.
Là, je vais vous présenter alors une façon d'aborder la demande. Nous, ce qu'on fait beaucoup dans The Place, on est très terrain et on est très aller comprendre sur le terrain le besoin des utilisateurs. Il y a vraiment, oui, l'étude de marché, on a des chiffres, etc. Mais pour s'assurer de la demande, c'est bien de pouvoir tester, expérimenter, mesurer, apprendre, recommencer. Là, je vous ai mis les termes. On va vous les retrouver sur le petit schéma à droite là en anglais. Donc c'est la méthode Lean Startup. Alors comme beaucoup de méthodes, c'est une méthode qui nous vient des États-Unis, mais c'est une méthode qui a fait ses preuves, alors surtout dans le domaine des startups, dans l'univers des startups, mais c'est une méthode qui permet à moindre coût de tester son idée, de tester son produit en en le développant de la manière la plus simple possible, alors ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product, en mettant le moins d'argent possible dans le développement de son produit, mais juste en le développant avec ses fonctionnalités, on va dire, principales mineures, et d'aller le tester sur le terrain. Donc d'aller le tester auprès de vrais utilisateurs, de récolter en fait les données terrain, les retours terrain, et en fonction de ce que vous récoltez sur le terrain, et ben d'en tirer des enseignements. Est-ce que telle fonctionnalité que j'avais imaginée, elle est bien comprise, elle est bien utilisée, est-ce qu'elle est utile ou pas? Donc apprendre de ces retours terrain pour retravailler votre MVP et à nouveau recommencer. Donc c'est pour ça que c'est représenté comme un cercle. C'est une méthode itérative où vous avez des idées, vous les développez à moindre coût, vous allez les tester sur le terrain, vous récoltez les données terrain, vous en tirez des leçons et vous ajustez en fait votre produit ou votre service petit à petit. L'idée, c'est ce qu'il y a sur la gauche là, c'est l'utilisateur avant la solution. On a trop souvent vu des projets d'entreprises qui développent leurs produits, leur idée vraiment jusqu'au bout, qui mettent des sommes folles pour sortir le produit parfait. Et une fois au lancement, eh ben, en fait, le produit, bah, il trouve pas il trouve pas sa clientèle, ou il trouve pas son marché, ou le prix ne correspond pas, l'utilisateur n'est finalement pas prêt à payer. Donc là, c'est plutôt l'idée avant de trop avancer dans le projet, c'est de commencer avec des choses simples et d'aller questionner les utilisateurs pour en quelque sorte faire une expérimentation du produit, du service, de l'application, et puis de pouvoir la faire évoluer en fonction des retours terrain. C'est vraiment cette idée alors ça peut être au début de l'idée, ça peut être en cours de développement du produit. En fait, ça peut se faire à toutes les étapes du développement de votre projet. C'est quelque chose qui est vraiment évolutif. Et c'est cette idée on vous a mis quelques images, agir avant de planifier. Planifier, c'est bien, mais tout planifier, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout planifier pour arriver au produit parfait, c'est idéaliste et c'est potentiellement source d'échec. Donc c'est l'action, aller sur le terrain, dans cette idée d'avoir des premiers retours et d'avoir soit des succès, mais également vous pouvez avoir des échecs, hein, ça fait partie du jeu, mais pour avoir à chaque étape, enfin chaque micro-étape du développement de votre produit ou de votre service, des succès ou des échecs et qui vont vous permettre d'avancer. Donc c'est cette idée d'avancer marche après marche. On vous a déjà sûrement parlé vous avez déjà vu cette image, j'imagine, de la montagne à gravir. Justement, si vous êtes en bas de la montagne et que vous regardez le haut de la montagne, vous dites, ah, c'est inatteignable. Mais si vous avez un escalier et vous regardez marche après marche, bah, ça paraît plus atteignable déjà. Une marche après l'autre, donc un succès, une étape après l'autre, vous pouvez avancer et développer votre projet. Ce qui va vous permettre, le cas échéant, vous vous rendez compte finalement que bah, la cible, c'est peut-être pas forcément tout à fait la bonne, ou que votre stratégie de prix envisagée, peut-être que elle trouve pas son client comme vous l'aviez imaginé. Donc vous pouvez pivoter. Ça fait vraiment partie des développements des startups. Le pivot, toute startup qui se respecte à un moment pivoter dans son idée, dans son modèle économique, dans sa réflexion pour justement s'adapter aux besoins de l'utilisateur et au marché. Tout ça en ayant une vision, et là, quand vous m'avez présenté vos projets, quand vous me parlez de vos idées, vous avez chacun la vision de votre projet. Vous voyez là où vous voulez aller, vous savez où vous voulez emmener votre projet, et c'est vraiment dans cette idée, le Lean Startup, c'est de garder en tête sa vision et tous les petits tests que vous pourrez faire dans ces différentes étapes là, en itération du Lean Startup, ça va servir à valider cette vision et à donner confiance en votre projet d'entreprise. Et quand vous saurez montrer que vous avez fait des tests,
que vous êtes allé auprès des utilisateurs et que vous avez validé vos idées, ça donne de la crédibilité au projet. Ça donne plus de crédibilité qu'un projet qui se lance sans jamais avoir rencontré un seul utilisateur ou un seul client. Est-ce que je suis claire? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que vous avez des questions? Ça Non, vous parle ou pas, le Lean Startup? Marine, Armand, Colline, Maude? Non, du Bah, tout. moi, j'ai fait le persona. oui, je Il vais en appelait parler après, le ça. persona. Ah, bon, ok, Ouais. bah alors je dis pas alors. Parce que vous avez deux méthodes, vous avez le Business Model Canva et vous avez le Lean Canva. Et sincèrement, ça me fait plaisir que, en fin de compte, Lauriane vous le présente. C'est des choses que j'enseigne à l'université. Et c'est vrai que le Lean Startup, c'est une confrontation un peu avec le Business Model Canva, mais c'est hyper percutant et hyper judicieux. En fin de Bah, compte, vous allez... il me oui, l'avait Maud. aussi présenté en leçon, cette méthode-là Ouais, aussi. elle est très très bien, sincèrement, parce que Mm, la vérité, elle vient du terrain, hein. mm, Et faut pas l'oublier, ça. c'est ça. Bon, Après, oui, Lauriane, je te laisse finir. les méthodes, il en existe Ouais, voilà, pas mal. Donc, l'idée, c'est d'arriver ouais. à mixer un peu tout ça et pas de s'enfermer dans une méthode. Donc, cette recherche d'utilisateur par le terrain, nous, c'est ce qu'on appelle la recherche d'utilisateur, c'est vraiment complémentaire à l'étude de marché. Où là, l'étude de marché, vous êtes vraiment sur la partie chiffres, marché, et la recherche utilisateur, vous êtes côté terrain. Donc, un exemple d'entreprise qui a bien compris comment aller à la recherche d'utilisateurs, c'est Carglass. J'imagine que vous connaissez tous Carglass. Je ne vais pas vous chanter la petite chanson, mais Carglass, ils ont vraiment développé leur offre en pensant à cette recherche utilisateur. Ils ont développé un nouveau modèle économique en innovant par les services qu'ils apportent à leurs clients, à leurs utilisateurs. Mais en allant questionner le terrain. Ils se sont posé la question aujourd'hui, comment est-ce que quelqu'un qui a sa voiture avec un impact sur le pare-brise, comment est-ce qu'il fait aujourd'hui? Comme à l'époque, avant qu'il se lance. Il faut prendre un rendez-vous chez le garagiste, il faut donner les dimensions de son pare-brise ou je ne sais quoi. Bref, ils se sont rendus compte que c'était pas simple et ils se sont mis à la place de l'utilisateur et ils se sont dit, OK, comment est-ce que moi, utilisateur, qu'est-ce qui me simplifierait la vie pour réparer mon pare-brise? C'est là qu'ils ont mis en place différents services. Donc aujourd'hui, Carglass, il n'y a pas besoin de donner les dimensions de votre pare-brise. Vous donnez juste votre plaque d'immatriculation et ils retrouvent le modèle de votre voiture, l'année, etc. Donc ils connaissent le modèle de votre pare-brise. Vous n'êtes pas obligé de prendre rendez-vous chez le garagiste aux horaires de bureau. Alors moi je parle pour moi qui travaille, mais ils peuvent venir sur votre lieu de travail dans la journée pour changer votre pare-brise. Ils gèrent en plus toute la partie avec les assurances. Vous n'avez même aucun papier à envoyer ou appeler vos assurances, etc. Donc, ils se sont vraiment mis à la place des utilisateurs et ils ont développé des services pour faciliter le quotidien de l'utilisateur. Et ils se sont posé les questions de quelles sont les contraintes aujourd'hui de ce qui est proposé et comment je peux lever ces contraintes et comment je peux apporter une réponse facilitante et construire une offre autour de tout ça. Donc, oui, ils remplacent des pare-brises, mais ils sont vraiment dans le service apporté par différentes options qu'ils ont développées au cours de leurs expériences et au cours du questionnement utilisateur. Et en plus, ils vous offrent des essuie-glaces en prime, si vous avez, quand ils changent votre... Donc, vous avez le petit cadeau. Bon, après, ça reste un cadeau, mais vous pouvez en plus apporter un petit quelque chose de plus. Donc, c'est vraiment cette idée de... alors, Carglass, bien sûr, c'est un grand exemple, mais par rapport au projet, c'est vous mettre à la place de votre utilisateur et se poser les questions de aujourd'hui sur cette problématique, sur cette idée de G. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui et comment il a accès à ce que moi je voudrais lui proposer? Et qu'est-ce qui bloque? Quelles sont les contraintes et quels sont ses besoins et comment je pourrais répondre au mieux pour développer mon produit, mon service? Donc toujours dans cette idée de recherche utilisateur, on parle de trois adéquations. Donc l'adéquation problème-solution, donc je l'ai déjà évoqué, comprendre quelle est la problématique de mon client, de mon utilisateur. Donc c'est en allant le questionner ou en se mettant à sa place et comprendre comment est-ce qu'ils font aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui à quoi ils ont accès, avec les concurrents, comment est-ce qu'ils font, et comment vous vous proposez de résoudre ce problème et commencer à réfléchir au modèle financier. Parce que derrière toutes les idées, bien sûr, il faut un modèle économique. La base d'un projet d'entreprise, c'est de pouvoir faire du chiffre d'affaires et des bénéfices. Donc derrière, il faut commencer à réfléchir au modèle financier et comment arriver à attirer des revenus.
Donc ça, c'est l'adéquation problème-solution qui permet de répondre aux besoins. On a l'adéquation produit-marché. Donc l'objectif là va être de savoir est-ce que mon produit est convaincant? Est-ce que les clients sont prêts à payer le prix? Ça, c'est une vraie question. La stratégie de prix, ça, on pourrait en faire tout un atelier. Ça se travaille, ça se réfléchit. Et en fonction aussi de ce prix que vous allez fixer, vous pouvez aussi relier le nombre de clients. Parce que si vous avez peu de clients mais que vous avez un prix élevé, ça peut être viable. Par contre, si vous avez un prix élevé parce que vous êtes sur un marché de niche mais vous avez très peu de clients, ça fait réfléchir sur la viabilité économique du projet. Donc, c'est arriver à comprendre comment tout ça interagit ensemble pour voir si oui ou non c'est en adéquation. Et après, voilà, c'est l'étape vraiment d'après, l'adéquation est grande échelle. Quand on passe en phase de croissance, enfin, je vais passer vite, vous n'en êtes pas encore là. C'est si votre produit, vous allez carrément à l'industrialisation. Et comment est-ce qu'on passe à cette phase de croissance de grande échelle? Et les startups qui se développent, beaucoup échouent ou sont en grande difficulté à ce moment-là parce que le passage du mode startup à la phase industrialisation est très complexe. Ça pose d'autres questions encore. Mais on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore là aujourd'hui. Donc, dans cette recherche utilisateur, je vous ai résumé donc quelques questions à vous poser que vous pourrez aller chercher. Donc, qui sont mes utilisateurs? Quelles sont leurs habitudes? Donc, comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent par rapport à une problématique que vous pourriez résoudre. Aujourd'hui, comment est-ce qu'ils font? D'où est-ce qu'ils accèdent à ces services aujourd'hui? Est-ce que c'est des choses qui sont numériques? Est-ce que c'est physique? Quand est-ce qu'ils ont besoin de mon produit, dans leur parcours de vie, dans leur parcours professionnel, voilà, essayer de comprendre à quel moment vous intervenez, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de mon produit, donc effectivement c'est est-ce qu'il y a vraiment un besoin et pourquoi ils en ont besoin, et comment vous allez proposer cet accès au produit. Toutes ces questions-là peuvent se retrouver effectivement dans ce que Maud, je crois, a évoqué tout à l'heure, c'est le persona. Le persona, c'est un outil qui est très utilisé aujourd'hui dans tout développement de projet. Je ne sais pas si certains ont déjà commencé à réfléchir à leur persona. Si vous savez ce que c'est qu'un persona dans lequel on va commencer à répondre à toutes ces questions. Donc, Maud, j'ai compris que oui. Euh, il me semble, le personnage, c'est un peu imaginer qui pourrait être la personne derrière l'achat de nos produits, en fait. Oui, c'est ça. Comme ça, imaginer son nom, prénom, ses C'est habitudes, ça, ouais. son métier, ses activités, ce qu'elle aime faire, Tout à fait. etc. Tout à Ok. fait. C'est ça, le persona. Donc, c'est un exercice à faire sur votre projet. Une fois que vous avez défini votre cible, là, vous allez donc personnaliser le persona. C'est vraiment une personne fictive que vous allez imaginer, mais qui va représenter un groupe de vos clients majoritaires, on va dire. Parce que vous allez définir un persona. Alors, peut-être, ça peut être deux si vous avez un persona client et un persona utilisateur. Mais c'est dans le but de comprendre ce personnage et de créer un langage commun par rapport à ce groupe, on va dire, d'utilisateurs qui va être regroupé sous un grand stéréotype, sous une grande personne fictive. Établir son persona, ça va vous servir à mieux comprendre donc, vos utilisateurs et leurs besoins pour leur délivrer un message qui va être vraiment le plus pertinent possible et adapté. Plus vous allez comprendre votre utilisateur, plus vous pourrez apporter une réponse pertinente. Vous pouvez ensuite vous en servir aussi dans cette partie où quand vous commencez à réfléchir à votre projet, mais après dans votre stratégie marketing et dans votre stratégie communication. Puisque si vous comprenez comment votre persona fonctionne, comment est-ce qu'il est influencé, est-ce que c'est quelqu'un qui est influencé par les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelqu'un qui va que sur TikTok, voilà. Si vous arrivez à comprendre et à identifier quels sont ces canaux d'influence, du coup, vous allez pouvoir mettre en place des campagnes et des stratégies derrière vraiment adaptées pour les atteindre, pour atteindre ces personas. Et bien sûr, par rapport à votre produit, à votre service, ça va vous permettre de cibler le plus possible. Donc, comme c'est Jules, je crois, qui a parlé, effectivement, on l'illustre par vraiment, on lui donne un prénom, on lui donne un âge, on lui donne une situation professionnelle, une situation maritale. On aime bien définir ses centres d'intérêt. Est-ce qu'il a un leitmotiv, quelque chose qui le guide, une citation qui l'anime? Et puis, on le décrit en précisant son activité, ses challenges dans la vie, ses spécificités. On essaye vraiment de définir le persona
le plus possible selon toutes ces caractéristiques. Alors, je vois l'heure qui avance, donc je vais passer. Bon, vous avez plein d'exemples, je pense que vous aurez à disposition le support après. Donc, l'idée, c'est pas que je vous détaille tous les exemples. Là, c'est un exemple qui est beaucoup trop vague parce qu'on ne va pas assez dans le détail. Il faut vraiment le persona le voir comme un outil. Donc, il faut que vous ayez des éléments dedans qui vous permettent ensuite de l'utiliser pour en tirer des leçons et vous permettre d'avancer sur le développement de votre projet. Là, on est déjà un petit peu mieux sur le persona. On a la photo, on a la petite fiche d'identité en haut à droite, une citation, et puis on voit quels sont ses objectifs, leurs feelings, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne. Et les pain points, ça va être les points de frustration, ses difficultés. Donc, si on devait définir des points clés pour construire ce persona, donc ces caractéristiques clés, on va dire que c'est son prénom, son âge, sa situation professionnelle. On essaie de comprendre son comportement. Donc, comment est-ce qu'elle se comporte? C'est quelqu'un qui est beaucoup sur sa tablette, sur son téléphone? Est-ce que c'est quelqu'un qui lit les journaux? C'est vraiment arriver à saisir comment est-ce que cette personne se comporte dans son quotidien, dans une journée. Sa personnalité, est-ce que c'est quelqu'un qui est très extraverti ou introverti? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien être en groupe ou que c'est quelqu'un de solitaire? Voilà, c'est vraiment identifier comment elle se comporte par rapport à son caractère. Quels sont ses objectifs dans la vie? Est-ce que ce sont des objectifs de protection de la planète, si on est sur des sujets un peu éco-responsables, ou pas du tout? Est-ce que c'est des objectifs de dépenser le moins d'argent possible pour tous ces achats? Voilà, c'est comprendre un petit peu ce qui la guide et ce qui l'anime au quotidien. Les frustrations, ça c'est un point essentiel. Donc c'était ce qui était évoqué tout à l'heure comme pain point, c'est qu'est-ce qui la bloque dans son quotidien? Qu'est-ce qui la freine? Qu'est-ce qui freine ce persona? Qu'est-ce qui le gêne? Qu'est-ce qui le bloque? C'est là que, en allant comprendre ça, vous pourrez agir avec votre produit ou votre service pour apporter des réponses justement à ça. Ces références et ces influences, c'est comprendre qui sont les personnes ou les médias ou les réseaux qui l'influencent et à quoi elles se réfèrent. Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute la radio ou le JT tous les soirs et du coup qui est fortement influencé par ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui discute beaucoup avec ses collègues et qui est très influencé par ses collègues? Donc c'est comprendre aussi ça. La maturité face au problème, c'est comprendre comment, face à une problématique, cette personne va agir. Est-ce que c'est quelqu'un qui se voile la face et qui ne cherche pas à trouver de solution? Est-ce que c'est quelqu'un qui va se renseigner par elle-même pour trouver une solution? Ou est-ce que c'est une personne qui va en parler autour d'elle pour trouver de l'aide en fonction de son entourage? Voilà, c'est comprendre comment elle agit par rapport à ça, par rapport à une problématique. Une citation, on aime bien, nous, dans nos personnages, qu'il y ait une petite citation qui la guide, une petite phrase inspirante qui caractérise un peu ce persona. Et les appareils utilisés, je crois que je l'ai déjà évoqué, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui utilise beaucoup le téléphone, pas du tout, la tablette, ou pas du tout, l'ordinateur. Voilà, ça c'est important de comprendre ça, parce qu'en fonction de votre cible étudiant, si vous êtes sur des étudiants ou si vous êtes des personnes, on va dire seniors, on n'est pas forcément sur le même engouement et sur la même facilité d'usage de toutes ces technologies. Donc ça vous permet aussi de comprendre en fonction de votre cible. Si vous avez une cible senior, et que vous faites une stratégie de communication sur TikTok, peut-être que à un moment, il y a des choses qui vont pas être cohérentes. Donc, c'est comprendre tout ça pour vraiment adapter et être au plus proche de vos clients et de vos utilisateurs. Ah, C'est encore très important ce que dit Lauriane, c'est qu'avant, pendant très longtemps en marketing, on parlait de classe sociale, cadre, cadre plus, ménagère, enfin, vous voyez. Et à l'heure actuelle, on est plus sur des acteurs réseau. Et les acteurs réseau, c'est tout ce qui gravite autour de la personne, matériel et immatériel. Et plus vous aurez de détails précis sur votre acteur, votre client, et plus vous pourrez cibler votre clientèle. ouais. Donc, très, très important. Donc là, je vous ai remis, nous, le template qu'on utilise dans The Place. Voilà, c'est ce qu'on utilise quand on fait nos accompagnements qui permet de construire le persona. Donc un persona, vous avez forcément un persona, ouais, ce qu'on peut appeler le super persona. Vous pouvez en avoir deux, voire trois.
Après, l'idée, c'est que vu que ça regroupe toute une partie de votre clientèle, vous ne devez pas en avoir 15 normalement des personas. On doit être sur un, deux, peut-être trois. Vous pouvez aussi réfléchir à un anti-persona. Ça se fait aussi parfois pour justement pousser à la réflexion inverse, mais construire l'anti-persona à l'opposé de votre cible pour justement, ça peut générer et être source d'idées. Ça peut se faire aussi dans un travail secondaire une fois que le persona a été fait. Est-ce que c'est clair sur cette partie persona? Oui, j'ai une question. Est-ce que ça, ce sont des choses qui se présentent après, quand on va présenter notre projet? On présente notre persona, par exemple? Alors quand vous le présentez, Quand tu Enfin, l'auras en... Tu veux dire que tu as pitché? ouais, oui, c'est ça. Oui, oui, effectivement, oui, tu vas avoir à présenter un persona, oui. Un ou plusieurs personas, oui, tout à fait. Ouais, D'accord. oui. je sais pas jusqu'à quelle heure on a par contre, parce que je vois encore quelques slides. C'était 18h30 et après, temps de questions-réponses. Donc, Lauriane, je sais pas où tu en es. Bah, j'avance. Allez, j'avance. D'accord. Là, ça va être plus du partage d'outils. Alors peut-être que vous connaissez déjà, enfin vous en avez certainement entendu parler dans vos études. Vous avez différents outils pour évaluer votre environnement. Donc l'environnement interne, on utilise le SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, menace. Donc il vous permet de réfléchir à votre projet. Donc force et faiblesse, ça va être vraiment lié à votre projet, à vous, à vos forces, à vos faiblesses. Ça vous permet d'identifier qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant, mais c'est aussi identifier qu'est-ce qui pêche un peu dans votre projet, qu'est-ce qui vous manque, sur quoi vous devriez travailler ou sur quoi vous pourriez peut-être chercher de l'aide à l'extérieur. Parce que c'est ça aussi, quand on développe un projet, on n'est pas censé savoir tout faire, on peut aussi aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et sur la partie opportunité-menace, c'est qu'est-ce qui vous menace ou quelles sont vos opportunités, mais qui viennent de l'extérieur. Ça ne dépend pas de vous, en fait. Donc dans les menaces, on peut identifier clairement la concurrence, c'est une menace, on ne le met pas dans faiblesse parce que vous n'avez pas la main dessus. Donc, si vous avez la main dessus, vraiment, si vous pouvez agir, ce sont des faiblesses, mais si c'est vraiment extérieur à vous et à votre entreprise, on est dans la partie inférieure. Donc, comme dans la partie opportunité, est-ce que c'est un marché qui est en forte croissance? Par exemple, si vous développez des technologies avec l'IA, oui, aujourd'hui, l'IA, c'est en forte expansion, il y a de plus en plus de projets qui se développent avec l'IA, donc c'est une opportunité. Voilà, c'est identifier ces choses-là pour vous en interne, force-faiblesse, et par rapport au marché extérieur, on va dire, opportunité-menace. Vous avez également un outil, alors là, qui va vous permettre de vous positionner par rapport à l'influence extérieure, mais qui peut fortement impacter votre activité. Alors, je vais aller vite. Le pestel. Alors, peut-être que ce sont des outils aussi que vous avez déjà déclinés sur des cas pratiques. Donc, le pestel, il va vous permettre d'aborder de vous questionner par rapport à votre projet, par rapport à la politique. Donc, par rapport à des décisions politiques qui pourraient être faites. Là, on a donné l'exemple politique fiscale, commerce extérieur. Est-ce que aujourd'hui la stratégie politique peut impacter votre projet? Oui, non, et à quel niveau? Et c'est important de comprendre parce que c'est vraiment lié à l'environnement extérieur et vous n'avez pas la main, mais ça peut fortement impacter votre activité. Économique, donc le niveau de vie du pays, le taux de chômage, le taux d'inflation. Donc voilà, surveillez un peu les indicateurs économiques pour vérifier que ce que vous envisagez par rapport à votre modèle économique, est-ce que c'est en adéquation ou pas avec l'évolution de ce secteur-là. Sociologique, on parle plus de caractéristiques démographiques, niveau d'éducation, nouveaux comportements. Je vais très vite, hein, mais ça peut être très poussé hein, comme exercice. Technologique, aujourd'hui, les dépenses publiques en R&D, est-ce qu'elles évoluent à la hausse, à la baisse? Quelles sont les innovations? Quelles sont les découvertes? Ça peut fortement aussi impacter votre projet. Sur l'IA, par exemple, clairement, l'évolution du secteur technologique, bon, bah, clairement, ça impacte positivement. Mais il y a des secteurs où ça pourrait impacter négativement. Écologique, donc là c'est étudier un petit peu ce qui se passe au niveau de la protection de l'environnement, le recyclage des déchets, voir ce qui se passe. Je vais donner l'exemple, on suivait un projet dans The Place qui était
qui permettait de diminuer les phytosanitaires. Sauf qu'aujourd'hui, oui, il y a des choses qui se passent, mais pas assez fortement pour que le projet ait pu voir le jour, parce que sur ce secteur-là, bon, il y a des lobbying, il y a plein de choses qui se passent, mais clairement, le projet était chouette, la techno était très très bien. Par contre, la réalité de l'actualité et de l'environnement externe a fait que le projet n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donc c'est important de prendre en compte ça en fait dans votre projet. Et puis la législation, effectivement, parce qu'il y a des choses qui peuvent directement impacter vos activités. Là, j'ai pas forcément d'exemple en lien avec votre produit, mais je pense par exemple aux cosmétiques. Il y a de plus en plus d'ingrédients qui sont interdits, qui sont déconseillés dans les cosmétiques. Donc aujourd'hui, si vous développez un nouveau produit cosmétique, vous devez tenir compte de cette législation. Donc c'est plein de niveaux différents qui sont externes à vous. Vous n'avez pas la main dessus pour le coup, mais dont vous devez tenir compte pour développer votre produit ou votre service. Rapidement la fin, la partie vérification sur le terrain. Une fois que vous avez votre étude de marché, vous avez vérifié la demande, l'offre, vous pouvez aller vérifier sur le terrain. Donc, avec deux aspects, vous pouvez faire des études quantitatives ainsi que des études qualitatives. Donc, quantitatif, vous allez récupérer des données, des chiffres. Le plus simple, c'est au moyen de questionnaires. Donc, il y a des questionnaires très simples à mettre en place. Peut-être que vous avez déjà, vous, reçu ou participé à des sondages comme ça où vous répondez à un questionnaire sur un projet et ça permet de récolter pas mal d'informations, pas mal de données. Et comme c'est quelque chose qui peut se diffuser assez facilement aujourd'hui par Internet, hein, ça peut être relayé à un plus grand nombre possible de personnes, c'est quelque chose qui vous permet de récolter de la donnée quantitative assez rapidement et puis de déceler des tendances, de valider ou d'invalider des pistes que vous aviez imaginées. Et là, c'est vraiment du questionnement de terrain, mais sur du quantitatif. Donc, on est vraiment on récolte des données, un maximum de données, en allant questionner des potentiels clients, des potentiels utilisateurs. Et en parallèle, vous avez la partie plutôt qualitative, où là, vous allez cibler peut-être 5 à 10 personnes, vraiment ciblées, où vous allez vous rapprocher d'eux pour les questionner et vraiment dans l'idée d'être plutôt là en face à face. Vous allez les questionner, vous avez un réel échange sur ce que vous allez échanger avec eux pour comprendre leur comportement. Là, vous avez votre persona en face de vous et vous le questionnez et vous récoltez, là, c'était plus du qualitatif, donc on va peut-être plus sur aussi du ressenti, de l'émotionnel, mais ça va vous permettre aussi de prendre en compte ces données-là dans votre projet. Le quantitatif, c'est ce que je viens d'évoquer. Donc, bien sûr, il y a le téléphone. Aujourd'hui, ça se fait, je pense, peut-être de moins en moins. En face à face, mais ça prend beaucoup de temps. Les mails, mais on reçoit tellement de mails aujourd'hui que il y a beaucoup de choses qui peuvent passer à la trappe. Aujourd'hui, le formulaire, dans ce qu'on voit, nous, dans l'accompagnement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Un formulaire avec quelques questions sur votre projet à diffuser au départ à votre famille, à vos amis, à votre école. Et puis, il y a du relais. Et c'est comme ça que vous allez réussir à récolter des données là pour cette partie-là quantitative. Bon, je vais passer ça. Et sur le qualitatif, vous avez aussi différentes façons de faire. Le plus facile à mettre en place, c'est les entretiens en face à face avec quelques personnes. Et là, vraiment, vous creusez. Alors, on a mis nombre d'entretiens 10 à 40. Déjà, si vous avez entre 5 et 10, vous avez déjà une bonne représentativité et une bonne idée, mais ça vous permet là de creuser le sujet. Alors que dans le quantitatif, vous récoltez les données, vous avez des données un peu chiffrées, vous avez des tendances. Là, vous creusez un petit peu plus et vous allez un peu plus loin sur ce que vous allez chercher. Je crois que c'est la dernière slide. J'accélère. Pour vous guider sur le questionnement par rapport à ces études quantitatives et qualitatives, sur le quantitatif, privilégiez les questions fermées pour ne pas laisser libre cours à trop de réponses qui vont être difficiles à analyser. Et puis, comme on veut du quantitatif, du oui/non ou des choses à choix à cocher la case. Si par exemple vous questionnez sur le prix, est-ce que vous seriez prêt à payer entre 5 et 10, entre 10 et 20, entre 20 et 30, voilà, qui vont vous permettre de quantifier et d'avoir des statistiques sur vos résultats. Ça, c'est pour le quantitatif. Pour le qualitatif, on est plus sur de la question ouverte
mais toujours en questionnant votre interlocuteur et en lui laissant la possibilité de s'exprimer. Ne lui demandez pas est-ce que tu utiliseras ma solution? C'est plutôt aller chercher le questionnement de aujourd'hui, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que vous faites pour répondre à cette problématique? Quel est le frein? Quel est le problème? Il faut poser les questions, mais sans guider, sans parler en fait de votre solution. Il faut justement ne pas lui présenter votre solution à votre interlocuteur pour comprendre aujourd'hui comment il fait. Parce que si vous commencez à parler trop de votre solution, il va être influencé et ça va un peu du coup l'interview, l'échange en face à face. Voilà, c'était des petits guides pour construire un petit peu vos argumentations et vos questions, donc fermez plutôt pour le quantitatif et questions ouvertes pour le qualitatif. En parlant de questions, est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Alors, je suis allée très très vite sur certaines parties. Vous aurez accès, je pense, au support. Et puis, bah, moi, après, je reste disponible, hein, bien sûr, par la suite, s'il y a besoin de précision sur certains sujets. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de le faire. Alors, moi, j'avais, du coup, la partie où vous êtes allé un peu vite, moi, je l'avais fait. Mhm. Euh, Au niveau, le pastel et l'autre faiblesse, force, What? opportunité, menace. Voilà, donc ça, je l'avais fait. Au niveau vérifier nos hypothèses, alors moi, j'ai appelé comme ça, vous, je sais pas comment vous l'avez appelé, je me rappelle plus. On a fait un sondage. Alors, soit c'était des questions ouvertes, soit c'était des questions fermées. On a eu 114 réponses. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup, j'arrive pas trop à m'en rendre compte. On l'a fait que diffuser au sein de l'IUT. Après, on forçait pas mal avec notre département, donc c'est-à-dire le génie civil les génies civils parce que on les connaissait plus donc Mhm. voilà et après on envoyait à nos amis proches mais ils n'étaient pas de Bourges alors après je pense pas que ça soit non plus très grave qu'ils soient pas de Bourges. Ah non, 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 l'idée là du questionnaire, c'est de diffuser, d'avoir des retours. On est sur Oui, sur la si c'est quantité, nécessaire. donc Oui, voilà. voilà. Après 114, Et donc, ça dépend, oui, du nombre d'étudiants. Il faut comparer par rapport à. Voilà. S'il y a 115 étudiants, c'est beaucoup, 114 résultats, mais s'il y a 1000 étudiants, voilà, après, ça dépend. on est déjà 1000 au sein Mais je pense que de déjà, l'IUT. déjà 114, ça me semble déjà pas mal. Parce qu'après, il faut Pas aussi mal, le ouais. temps de traiter tout ça et Ouais, d'analyser. justement, Et- là, après, quand on a eu les questions ouvertes, c'était super compliqué de les traiter parce qu'on pouvait pas tout mettre dans les réponses. C'était les réponses les plus pertinentes où on regroupait les réponses de chacun, on en faisait une généralité. Maude, Plusieurs généralités. je te coupe, tu as un logiciel pour analyser les réponses qualitatives. C'est Iramutech. Donc, Alors, si tu attendez, je vais tapes le prendre en note. Iramutech, IRAMUTEK, c'est ce qu'on utilise en recherche. Ça va te faire des nuages de mots, ça va te donner justement des pistes et ça te dit un petit peu où ils vont t'emmener par rapport à leurs réponses. Tu vois, Iramutech. Iramu. Mutech, IRAMUTEQ. Si tu as besoin, tu m'envoies un message et je Ok, t'enverrai le mode d'emploi. D'accord? ok, ça marche. Eh ben merci. De Et rien. autre petite, donc ça c'était la fin. Donc après on a fait le questionnaire et j'ai aussi du coup moi j'ai fait le persona, mais est-ce que du coup je fais la partie la phrase qui est en anglais que je sais pas prononcer en anglais late ce que vous avez dit et moi j'ai dit que j'ai fait persona. Lean Startup, tu veux dire? Ah Ouais oui. Non. voilà c'est ça. Ouais si c'est ça. Oui, c'était ça. Après, bah, je sais pas moi quels sont les attendus, mais après voilà, ça dépend si vous souhaitez vraiment répondre aux attendus ou si vous souhaitez développer votre projet en appliquant cette méthode-là. Mais c'est la méthode terrain, c'est la méthode d'aller Mm. récolter de l'info sur le terrain. Donc, je pense Oui. que ce sera toujours utile pour votre projet.
Oui, parce que là, du coup, j'ai eu un retour de mon professeur. Il est déçu généralement par les rendus. Donc, il a dit qu'il nous relaissait un temps supplémentaire pour renvoyer notre dossier. Donc, est-ce qu'on va peaufiner ça ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est mieux de rajouter en plus ça? Oui, je pense oui. Tout est Ça bon peut à prendre. apporter du plus, Nous, mais les pas. attendus, oui, c'est un BMC, un Business Model Canva. Mais si tu rajoutes un Lean Startup, c'est du plus, quoi. C'est très Oui, bien, voilà, même, je c'est du trouve. plus, ouais. Ok, ça marche. Pas de Enfin, je sais souci. pas ce que tu en penses, Lauriane, mais Bah je oui, pense que c'est du les deux, plus. ça se Après, complète, quoi. ah oui, ça se complète. Et après, dans ce Mm. qui a été rendu, peut-être retravailler certains aspects si, oui, s'ils sont déçus par ce qui a été fait. Je sais pas. Bah, bah, après, il a fait une réponse complète qu'il a envoyée à tous les étudiants. Alors, je sais pas, parce qu'il a parlé des retards, qu'il y en a qui avaient mis en 1 page et demie, alors que nous, on a mis quand même en 14 pages. Alors, après, ça veut rien dire le nombre Mm. de pages, mais quand on vient sur 1 page et demie et 14 pages, il y a quand même de la différence. Il y a quand même. Euh, Mm. donc, voilà. Le persona, moi, j'ai mis 3 personas. Alors, je sais pas, vous avez dit pas plus que, faut pas en faire 15 quoi, mais 3 ça reste Mais oui, non, correct. mais si c'est trois qui sont quand même bien différents, parce qu'ils représentent vraiment une catégorie qui regroupe des catégories, oui. Bah justement, on a fait une personne qui avait des problèmes au niveau du logement, du commerce et de l'essence. Une autre qui voulait avoir une appli de sport et l'autre qui voulait avoir un job, qui voulait trouver des jobs et être autonome au niveau des papiers. Donc Oui, vous êtes sur des on a problématiques ciblé 3 personnes. Oui, différentes. voilà, c'est pour ça. Oui, donc oui, c'est Ok, cool. ça marche. Pas de souci. Eh ben, merci beaucoup pour cette vidéo. Merci. Maud, tu nous confirmes Oui. bien qu'en fin de compte, par rapport à ton enseignant, tu présentes Créa Campus, hein? Ah oui, 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 pardon. En vrai, attendez. Oui, c'est ça. Si, c'est ça, Créa C'est Campus. ça. Et ça Oui, passe j'ai par eu ton enseignant. C'est ça? Oui, j'ai eu Créa Campus. Oui, c'est ça, Créa Campus. D'accord. Tu peux me Oui. redonner le nom Parce de que ton vous présentez enseignant? quoi? Alors, C'est ça, c'est ça. il s'appelle Monsieur. Alors, c'est pas bien, mais il nous appelle. Nous, on l'appelle Vincent, mais alors. Il nous dit de le tutoyer. Vincent Verdier, il s'appelle. Ok, d'accord. Super. Parfait. Mais Je te remercie. lui, c'est pas un prof, c'est un formateur. Donc, il vient que faire des cours. D'accord. Et vous Donc, présentez bien, je veux dire, Créa Campus au niveau de l'IUT de Bourges. C'est ça? ah oui, oui, bah, il nous a Ok. bien présenté et c'était aussi complet que la visio que vous nous avez faite. D'accord. Je te remercie, Maud. De rien. Vous avez d'autres questions pour Lauriane ou pas? Moi, j'en aurais peut-être une petite. Oui. Dans le cas où on fait la méthode Lean Startup, Mhm. étant donné que nous, il s'agit d'un objet du coup qui aura besoin de beaucoup de techniques de codage ou autre, est-ce qu'il est possible de quand même le faire, mais sans avoir l'objet réel fonctionnel, juste en évoquant l'idée de si ça, Tout à ce que ça fait, peut ouais. apporter? Dans D'accord. l'idée du MVP, ça participe aussi à une autre méthode qui s'appelle le design thinking. Mm. Vous pouvez réfléchir à un prototype, mais ça peut être un prototype, vous n'avez pas besoin de l'objet. Vous pouvez faire une maquette, vous pouvez faire un poster qui présente l'idée et le concept. Vous pouvez, c'est une façon de présenter votre idée sans avoir forcément le produit fini avec toute la technologie. Effectivement, en plus, il y a certainement des coûts pour développer ça, mais un support en fait qui présente votre idée, votre produit de manière plus technique peut-être. Mm. D'accord, merci. Et Colline, si tu as besoin, même s'il n'y a pas toute la spécificité électronique qu'il y a dedans, tu peux venir faire du prototypage à Polytech Oui, pour d'accord. présenter un objet comme ça qu'il ait entre les mains, tu vois, le jury, même Oui. s'il n'est pas fonctionnel. Et après, effectivement, tu peux expliquer comment il va fonctionner Hein. dans un futur, tu vois. D'accord. N'hésite pas, ça, c'est bien même, c'est très bien. Oui, Mm. merci. Petite question, où on peut retrouver le diaporama que vous nous avez fait? Alors moi je vais. Lauriane, tu vas me le communiquer, puis je vais Oui, je l'envoyer à pense que tout le oui. monde, hein. Ouais, Je c'est pense que c'est ça, le ouais. plus simple, ouais. Ouais.
Ok, d'accord. Et parce que du coup, j'ai pas été à la séance d'avant. Pareil, c'est en replay, il n'y a aucun souci, tu auras le replay. Et après, s'il y a eu des supports et des ressources, je le récupère Oui. au niveau de la région et on vous l'envoie à tout le monde. Si c'est moi O- ou admettons si c'est un autre chargé, on l'envoie à tous nos étudiants qui sont inscrits à Créa Campus. Ok, ça marche. Ok, pas de D'accord? souci. Parfait. Merci beaucoup. N'hésite pas à revenir vers moi ou ton chargé pour le demander et on te l'enverra. D'accord? Alors, moi, celui qui m'envoie les mails, c'est Étienne. Alors, Étienne Le Tourdu. Non, c'est Thierry et c'est moi. Ah, Thierry, pardon, Étienne. Bon J'ai Mais prénom. lu Étienne, tu veux Étienne. m'appeler Étienne, il n'y a pas de souci, mais c'est Thierry. Je sais pas pourquoi Étienne. Je me suis Je sais dit. pas. Donc, je renvoie tout ça, il n'y a Ok, aucun problème à chaque fois. D'accord? ok, bah parfait. Désolée De d'avoir rien, c'est expliqué pas grave. votre. Mais Étienne, c'est pas mal non plus. Merci, Maud. J'avais Lauriane, une question, moi. Oui. vas-y, vas-y. Alors, pour tout ce qui concerne la partie budgétaire, que ce soit notre projet ou pour l'évaluation de la concurrence, est-ce qu'il y a une personne qui peut nous accompagner? Alors, pour répondre, tu vas avoir un webinar spécialement sur la finance. Donc, ça va venir parce que généralement, la finance, c'est ce qu'on voit après, avant la dernière partie pour savoir les statuts. Et tu vas voir, tu vas avoir un webinar. Maintenant, si tu veux quelqu'un vraiment pour t'accompagner en amont, n'hésite pas. Pareil, tu viens vers moi, tu viens vers ton chargé, on pourra t'accompagner sans problème. Mais tu vas avoir un webinaire spécifique sur les finances. C'est bon pour toi, Armand? C'est Armand ou Jules? Non, c'est Oui, Armand. d'accord. Pardon. Oui, Armand, ouais. Armand. Voilà. Merci. D'autres questions pour Lauriane? Moi, j'ai trouvé que c'était très clair. Juste si jamais on doit justement faire vérifier après, parce que nous, du coup, c'est une école de design, donc on n'a vraiment pas du tout de cours dessus, à qui on pourrait envoyer pour faire vérifier nos documents, nos personas, nos trucs. T'es à l'ESAD d'Orléans? Ouais, Tu me les envoies. ok. D'accord. T'hésites pas. Ok. Hésite pas, tu me les envoies. Tu es avec Catherine Bazin ou pas? Oui, Tout à fait. Bah, tu passes par Catherine ou tu me les envoies, il n'y a aucun problème. D'accord? ok. Et Super, je me Bah, ferai un merci. si plaisir de tu as vérifier et de te besoin, les ouais, moi envoyer. je reste Tu peux les disponible. envoyer à Lauriane aussi, hein? Il y a mes D'accord. coordonnées à la fin de la Ouais, présentation. ouais, Oui, il n'y a pas de souci. ouais. Tu peux S'il y les a envoyer besoin à Lauriane, à moi, il n'y a aucun problème. Et de- hésite pas, quoi. Ok, Et je super. t'invite même à les envoyer à Lauriane et à moi en même temps, comme ça tu auras deux réponses différentes peut-être, qui vont se retrouver, mais avec des visions différentes. Hum. D'accord? Donc t'hésites Ok, pas. Et d'accord. moi, du coup, je sais pas qui c'est. C'est qui? C'est Colline? Non. Non, c'est Qui? Maud. C'est Maud qui Maud, parlait. t'es à l'IUT de Bourges? Oui. Donc c'est moi et Lauriane. Ah, ok, pareil. Parfait. Voilà. Moi, je suis à Bourges aussi, hein, si Ah besoin. oui, donc en plus, Dans l'autre sens. Lauriane est plus près de moi par rapport à toi. Donc commence par Lauriane et après tu me les envoies. Il n'y a pas de Ok, problème. ça va. Ok. Mais moi, parce que vous êtes en présentiel? Comment ça? Non, Bah, mais vous moi, êtes à Bourges-Bourges? Lauriane, elle est directement à Bourges, oui. je suis à Bourges, oui, je travaille pour la Chambre de commerce. Donc, je suis basée Ah, à ok. Bourges. Ok, d'accord. Bah, ok. Mais moi, je reviens pas à Bourges avant janvier, là. Ah oui, d'accord. Parce que Tu je es suis où en maintenant? alternance. Bah, je suis en alternance, donc je suis chez mes parents à Nevers. D'accord, ok. C'est Ok, à 1 heure de Bourges. d'accord. Hum. Un peu. Bah écoute, t'as Lauriane sur Bourges ou tu peux me les Ok, envoyer, ça marche. moi sur Orléans. D'accord? Ok, pas de souci. Bah, merci beaucoup. Bah de rien. Avec plaisir. J'aurais une dernière question, s'il vous plaît. Vas-y, Armand. Est-ce que vous désignez des mentors pour accompagner les groupes une fois formés? Alors, Armand, tu es à l'ESAD? Non. Ouais. Oui, oui, Ouais, tu es à l'ESAD d'Orléans? oui. Ok. Donc, en fin de compte, les mentors, généralement, c'est Catherine Bazin qui vous prend en direct sur l'ESAD. C'est ce qu'elle voulait proposer. Ouais. Donc, tu t'es accompagné par Catherine ou pas? Oui, et on attend juste que j'ai mon groupe, du coup, Tout à fait, Armand. pour que j'aille échanger avec eux et ensuite qu'on se réunisse Exactement. Et ton groupe va arriver enfin, incessamment sous peu. Merci. Je t'en Euh, prie.
Pour ajouter, Catherine a demandé s'il était possible de faire des réunions perso pour expliquer un peu ce qu'on veut réaliser dans le projet, si on a besoin d'aide ou autre. Donc, je pense qu'elle sera individuellement là pour nous tous, de ceux qui sont de l'ESAD. Oui, alors pour les ZAD d'Orléans, Catherine vous accompagne vraiment individuellement, il n'y a aucun problème. Et après, elle me contacte pour que s'il y a besoin de compléments. Merci. De rien. C'est bon pour les questions-réponses? Oui, merci. Merci beaucoup. Eh bien, on va laisser Lauriane avec le mot de Merci la à fin. tous. Ben, je vous remercie pour votre écoute. Voilà, surtout n'hésitez pas également à m'envoyer des choses, hein. Nous, dans The Place, on intervient Mm, régulièrement auprès des étudiants. mm, On a des modules sur le campus CCI. On intervient dans Pépite. Donc mm. voilà, il n'y a aucun souci. Moi, je suis jury dans, alors je sais plus quelle chose c'est. Donc j'ai l'habitude de lire les dossiers aussi. C'est Donc clair. au contraire, si on peut vous éclairer, apporter de l'appui, de l'aide sur un outil ou un autre, ce sera avec grand plaisir. J'espère que j'ai été la plus claire possible. Bon, c'était un peu rapide à la fin. Mais bon, si vous avez des questions, voilà, vous avez mes coordonnées à la fin du support. Donc surtout, Mm, n'hésitez surtout pas. ouais. Je vous invite vraiment à contacter Lauriane, hein, il n'y a aucun problème, hein. Hum, bien pour Euh, ça. et puis après, si vous avez besoin, moi je suis là. Il y a les chargés de mission. Mais effectivement, si vous avez besoin d'une question, vous étiez là tous les 7. Et pour ceux qui seront en replay, n'hésitez pas à contacter Lauriane. Bien sûr, si vous êtes sans, demandez-lui, enfin, laissez un peu de temps avant de vous répondre. Mais en tout cas, vous pouvez la contacter. C'est une de nos partenaires et elle est vraiment très professionnelle. C'est bon pour tout le monde? Oui, Eh merci. Oui, ben, c'est bon. Merci écoutez, beaucoup. Au je vais vous revoir. souhaiter une très belle soirée. Et puis, je vais mettre fin à Merci. Au l'enregistrement. revoir. Et n'hésitez pas surtout. Et Merci, merci Oui, à bonne toutes et à soirée. tous. Merci. Ouais, Merci. Merci Lauriane. avec plaisir.